Bonjour et bienvenue à tous sur le webinaire IPBox, un levier pour valoriser vos actifs de PI. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 10 à 15 minutes à la suite de la présentation. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Laïla El-Wali, fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Et Frédéric Piaguet, expert fiscalité de l'innovation chez Heming. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Découvrons maintenant l'agenda de notre webinaire. Nous parlerons bien évidemment de la présentation du dispositif de l'IPBox, son champ d'application, ainsi que sa mise en œuvre au niveau du régime et un calcul de l'avantage fiscal avec un exemple. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour vous présenter le régime de l'IPBox. Frédéric, c'est à toi. Merci Delphine. On va effectivement tout au long de ce webinaire vous présenter ce dispositif dans le détail. Tout d'abord, pour le recentrer un petit peu, c'est vraiment un dispositif qui s'inscrit dans une politique fiscale globale de soutien à la recherche. C'est un dispositif qui vient vraiment en complément des financements. Vous pouvez connaître par ailleurs les financements directs que sont les subventions, ou plus indirectes au travers de la fiscalité telle que le crédit d'impôt recherche. On se situe beaucoup plus en aval dans le cycle de vie d'une innovation avec ce dispositif de l'IPBox, mais voilà, il s'inscrit vraiment dans une volonté, dans un soutien global à la recherche de la part du gouvernement. Je passe la main à Leïla pour vous parler des aménagements de ce dispositif lié à la loi de finances pour 2019. Merci Frédéric. Du coup, ce nouveau régime d'imposition des produits de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés a été mis en place par la loi de finances 2019 et il est codifié à l'article 238 du Code général des impôts. Initialement, le régime qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2018 prévoyait un taux d'imposition à 15% et il n'y avait pas de conditions particulières à réunir pour bénéficier de l'ancien dispositif. Ce régime, il avait été jugé dommageable par l'OCDE et donc c'est pourquoi la France a dû se conformer aux exigences européennes. Le coût estimé de l'ancien dispositif s'élève à 500 millions d'euros pour l'État et comptait environ 300 bénéficiaires. Désormais, le régime qui est applicable depuis le 1er janvier 2019 prévoit un taux préférentiel de 10%, et cette fois-ci à la condition que les actifs en question soient développés à partir de travaux de R&D engagés en France. Les dernières données en date révèlent que le coût estimé du nouveau dispositif s'élève à 770 millions d'euros pour l'État, avec plus de 600 bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires a donc doublé et cela s'explique notamment par l'élargissement de ce nouveau dispositif aux entreprises détenant des logiciels. Les opérations concernées par ce dispositif sont les redevances de concession ou de sous-concession d'actifs incorporels de propriété intellectuelle ou les plus-values de cession à la double condition cumulative que l'actif incorporel soit créé ou acquis depuis au moins 2 ans et l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante. Donc ce régime, il est intéressant car son champ d'application se retrouve élargi. Nous allons nous intéresser davantage au champ d'application du dispositif. Nous retrouvons au titre des actifs éligibles les brevets, les procédés de fabrication industrielle qui sont l'accessoire du brevet, les certificats d'obtention végétale et donc la grande nouveauté, l'élargissement aux logiciels qui sont protégés par droit d'auteur. Le logiciel, il doit avoir un caractère original. Dès lors qu'il n'y a pas de formalité à effectuer auprès de l'INPI
pour obtenir ce caractère original. Dès lors que l'on constate la présence de travaux de R&D engagés pour le développement, eh bien, ça démontre son caractère original. À savoir aussi que l'utilisation du mode SAS ne constitue pas un point bloquant quant à l'éligibilité à ce nouveau dispositif, puisque la doctrine a précisé notamment que les modalités d'accès pouvaient s'effectuer à distance à partir d'une plateforme d'hébergement ou par installation sur un équipement propre à l'entreprise. Ce qu'il compte, c'est qu'on observe dans les contrats, dans les conditions générales de vente, les droits de propriété intellectuelle conférés à l'utilisateur. Il convient toutefois d'isoler les revenus et exclure tout ce qui est lié à l'hébergement, au support et à la maintenance classique. S'agissant de la maintenance, il convient de distinguer la maintenance corrective, classique, non éligible au dispositif, et la maintenance évolutive liée aux droits de licence, qui, elle, conserve ce caractère éligible au dispositif. La qualification de redevance est très importante pour le dispositif de l'IP Box, puisqu'on l'a observé dans un arrêt de la Cour administrative d'appel qui date de 2021. Elle a défini ce qu'elle entendait par redevance. C'est un arrêt qui concernait un autre dispositif que celui de l'IP Box. Et elle s'est posé la question de savoir si la maintenance pouvait être qualifiée de redevance. Les juges ont eu une approche restrictive dans cette jurisprudence et précisent que la maintenance corrective n'est pas qualifiable de redevance et qu'elle était à dissocier des revenus de licence. Donc, c'est un petit point d'attention sur cet arrêt qui, à date, ne s'applique pas au régime de l'IP Box. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'obligation déclarative et documentaire, l'option à dispositif, elle est dite express, c'est-à-dire que l'entreprise devra, lors de sa déclaration de résultat et à chacun des exercices concernés, opter pour le dispositif en remplissant une annexe à joindre à sa déclaration de résultat. L'option, elle se fait pour chaque actif et par actif, et en cas d'incapacité d'isoler l'actif, l'entreprise peut effectuer des regroupements par famille d'actifs. Toutefois, il conviendra de justifier le regroupement dans telle ou telle famille. À savoir également que si l'entreprise cesse d'appliquer ce régime de faveur au titre d'un exercice donné, elle perd définitivement le bénéfice pour chaque actif ou famille d'actifs. Le corollaire de ce régime de faveur, c'est l'obligation documentaire qui en découle et qui est à tenir à disposition de l'administration fiscale en cas de question. Donc, la documentation justificative comprend la description générale des activités de R&D de l'entreprise, la liste et la description détaillée de chacun des actifs, la présentation de son ratio nexus et le suivi du calcul, la détermination du résultat net imposable et la présentation et la justification de la méthode de répartition des dépenses. Je laisse la main à Frédéric pour vous présenter le calcul. Merci Leïla. Effectivement, comme c'était précisé par Leïla, l'option au dispositif se fait par actif ou famille d'actifs. On doit donc réaliser un calcul pour chacun des actifs pour lequel opter ou famille d'actifs. Pour mémoire, ce qu'on appelle actif, c'est donc un brevet, un logiciel, un certificat d'obtention végétale et éventuellement une famille d'actifs, peut-être une famille de ces logiciels ou de ces brevets. Notamment pour un logiciel, si on a plusieurs versions d'un même logiciel, on peut bien entendu les considérer comme un ensemble et avoir une approche globale sur ces différentes versions d'un même logiciel. La première étape va être d'isoler les revenus bruts, c'est-à-dire les revenus qui sont liés uniquement à la concession de droits sur cet actif. J'ai un souci de présentation, pardon. On va isoler dans un premier temps, excusez-moi, les revenus qui sont liés uniquement à la concession de droits sur ces actifs, comme l'a précisé tout à l'heure Leïla, par exemple, sur les revenus SAS, en bien entendu, exclure les revenus liés à l'hébergement, au support et à la maintenance corrective. Une fois qu'on a isolé ces revenus bruts, on va venir déduire de ces revenus les dépenses de R&D qui ont été engagées sur l'année. C'est-à-dire que si vous continuez d'engager des travaux de R&D pour faire évoluer vos actifs, faire évoluer votre logiciel, mettre à jour ce logiciel, on va venir déduire ces dépenses de recherche des revenus bruts.
Le périmètre au niveau des activités de R&D est le même que pour le dispositif du crédit impôt recherche. Le périmètre des dépenses varie légèrement. On retrouve bien entendu les dépenses de personnel, la sous-traitance sans qu'il y ait de notion d'agrément telle qu'on peut la connaître sur le crédit d'impôt recherche, et également les frais de prise et de maintenance de brevets si jamais on est concerné par des brevets. Ce premier calcul, revenu brut moins dépenses de R&D, nous permet de connaître nos revenus nets éligibles au dispositif. À ces revenus nets, on va appliquer un ratio Nexus. Le ratio Nexus est l'une des grandes nouveautés également instaurées par la loi de finances pour 2019, dont l'objectif est de conditionner l'avantage fiscal à l'engagement et au fait que ce soit la société elle-même qui porte les dépenses de recherche qui ont donné lieu au développement de l'actif. Pour le calcul du ratio Nexus, on va prendre en compte l'ensemble des dépenses de R&D qui ont été réalisées par l'entreprise pour le développement du logiciel ou de l'actif en question, c'est-à-dire pas uniquement celles de l'année, mais également celles des années antérieures. On va distinguer les dépenses de R&D qui sont réalisées directement par l'entreprise ou éventuellement externalisées auprès d'entreprises non liées, de celles qui seraient externalisées auprès d'entreprises liées. Ainsi, le dénominateur se compose des dépenses du numérateur plus les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées et les éventuels coûts d'acquisition d'actifs, c'est-à-dire si jamais vous n'étiez pas propriétaire au départ de l'actif et que vous l'avez acheté, on va inscrire ces dépenses au dénominateur. C'est également le cas lorsqu'une société va entrer dans un groupe fiscal. L'entrée dans un groupe fiscal équivaut, selon le dispositif, à une acquisition de l'actif. On a donc ces dépenses externalisées auprès d'entreprises liées ou ces coûts d'acquisition d'actifs qui vont venir minorer notre ratio Nexus. L'objectif pour avoir un avantage fiscal maximum est d'avoir un ratio Nexus qui tend vers 1. Le ratio Nexus va venir nous partager la part des revenus nets imposés au taux préférentiel de 10% de la part des revenus nets qui seront imposés au taux classique de 26,5 par exemple pour cette année 2021. Lorsqu'une société fait partie d'un groupe fiscal, l'ensemble des étapes de calcul que j'ai pu détailler sur la slide précédente sont à réaliser au niveau de la société mère du groupe. Et c'est uniquement cette société mère qui va à la fois réaliser le calcul, constater l'avantage fiscal et faire la déclaration. Le travail n'est pas réalisé au niveau de chaque société fille, quand bien même ce serait elle qui percevrait les revenus. L'intégralité de l'analyse est à faire de manière consolidée au niveau de la société mère du groupe fiscal. On vous propose maintenant un exemple d'application où on va détailler finalement cette analyse que j'ai pu expliquer de manière très théorique, ce calcul que j'ai pu expliciter de manière très théorique. On va vous le décliner dans un exemple pour essayer de comprendre finalement ce cheminement qui doit être réalisé pour l'analyse et pour le calcul de l'avantage fiscal à l'aide de ce dispositif de l'IPBox. La première étape, c'est de s'assurer que des travaux de R&D ont bien eu lieu et ont permis le développement d'un ou plusieurs actifs de propriété intellectuelle. Dans notre exemple, on va considérer que la société a engagé des travaux de recherche qui ont permis de développer à la fois un logiciel qu'on appellera notre actif C et également des brevets, 5 en l'occurrence, un brevet qui va être indépendant et 4 brevets qui seront en lien les uns avec les autres et en lien avec un produit unique qu'on nommera B. Au cours de l'année 2021, la société a identifié les revenus qui sont générés par ces actifs et elle a ainsi identifié que le brevet A lui rapportait 1,55 million d'euros, le produit B 8,65 millions d'euros et le logiciel C 700 000 euros. On est bien entendu sur des revenus liés à la concession de droits, que ce soit sur les brevets, le brevet A ou les 4 brevets qui composent le produit B, ou sur le logiciel C, donc c'est-à-dire qu'on a bien une concession de licence sur ce logiciel. Que ce soit au travers de la vente dite on-premise ou de la vente au travers d'un abonnement SaaS.
La société a également identifié pour l'année 2021 les dépenses qu'elle a engagées, soit pour maintenir le brevet, c'est le cas du brevet A, c'est uniquement des frais de prise et maintenance de brevet, ou pour faire évoluer ces actifs, que ce soit le produit B ou le logiciel C. Ainsi, sur le produit B, elle a engagé pas mal de dépenses pour faire évoluer et pour mettre à jour son produit, à la fois des dépenses internes, dépenses de personnel, de la sous-traitance, mais également de la prise et maintenance de brevet. Sur le logiciel, on a uniquement des dépenses internes, donc des dépenses de personnel. Les revenus nets, qui sont donc composés des revenus bruts moins les dépenses de R&D, nous amènent à constater des revenus nets pour le brevet A de 1,5 million d'euros, 8 millions d'euros pour le produit B et 500 000 euros pour le logiciel C. L'étape suivante est donc d'appliquer le ratio nexus de chaque actif ou famille d'actifs au revenu net qu'on vient de calculer. Pour le calcul du ratio nexus, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on s'intéresse bien entendu aux dépenses de R&D de l'année, mais également aux dépenses de R&D des années antérieures. L'entreprise a donc identifié pour le brevet A, le produit B et le logiciel C les différentes dépenses qui composent, qui ont été engagées pour développer ces actifs. On voit que sur le brevet A, on a uniquement des dépenses de personnel, bien entendu des frais de prise et maintenance de brevet, et de la sous-traitance auprès d'entreprises sans lien de dépendance. Pour le produit B, on retrouve les mêmes dépenses, plus des dépenses de sous-traitance avec lien de dépendance. Et pour le logiciel C, des dépenses internes, dépenses de personnel, de la sous-traitance avec et sans lien de dépendance. Ainsi, pour le calcul du ratio nexus, pour le brevet A, la situation va être assez simple puisqu'on va avoir les mêmes dépenses à inscrire au numérateur et au dénominateur de nos ratio nexus, et donc on aura un avantage maximum sur ce brevet A, plus que le ratio nexus sera égal à 1. Sur le produit B, les dépenses étant assez importantes, les dépenses engagées par l'entreprise auprès de sous-traitants avec l'indépendance étant assez importantes, le ratio nexus va se retrouver beaucoup moins important et on se retrouve avec un ratio nexus de 0,65. Le même calcul nous amène pour le logiciel C à un ratio nexus de 0,8, puisque là encore, on a la société engagé des dépenses auprès de structures avec lesquelles elle a des liens de dépendance. Ça peut être des filiales en France ou à l'étranger, par exemple. In fine, pour déterminer l'avantage fiscal, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on va appliquer à nos revenus nets le ratio nexus. On voit ainsi que pour le brevet A, le ratio nexus étant de 1, l'intégralité des revenus nets vont basculer sur une imposition autopréférentielle, c'est-à-dire une imposition à 10%. Pour le produit B, ce sera seulement 65% des revenus qui vont basculer sur l'imposition autopréférentielle. Les 35% restants seront donc imposés au taux classique de 26,5% pour l'année fiscale 2021. Pour le logiciel C, de la même manière, le ratio nexus étant égal à 0,8, on va avoir 80% de nos revenus qui vont basculer sur une imposition à 10% et les 20% restants qui seront sur une imposition au taux classique de 26,5%. Dans cette situation, la société pourrait constater un gain net d'impôt sur la tranche à 26,5 de 1,17 million d'euros. C'est-à-dire, on fait simplement la différence, bien entendu, entre les revenus imposés à 10% de ces mêmes revenus s'ils étaient imposés sur la tranche d'imposition classique de 26,5%, qui est le taux d'IS pour l'année fiscale 2021. Leïla, je te repasse la main pour une rapide synthèse sur ce qu'on vient de voir. Merci Frédéric. En synthèse, vous pouvez donc bénéficier de ce régime dès lors que vous engagez des travaux de R&D ayant donné lieu au développement d'actifs de propriété intellectuelle et que vous générez des revenus issus de ces actifs de propriété intellectuelle. Ensuite, il conviendra d'identifier les dépenses de R&D associées aux actifs et d'allouer les dépenses de R&D par actif ou famille d'actifs.
Une fois que cela est effectué, il conviendra de calculer le ratio nexus et donc de déterminer l'avantage fiscal comme vous l'a présenté Frédéric précédemment dans le détail. Et ensuite, une fois que le calcul de l'avantage fiscal est effectué, il conviendra de procéder à la déclaration de la liasse fiscale. Donc cela dépend selon que vous êtes en intégration fiscale ou pas, si vous faites partie d'un groupe ou pas. Et donc du coup, il faudra opter au moment de la déclaration de résultats. Pour finir, nous souhaitons vous proposer un détail de notre accompagnement concernant ce nouveau régime de l'IP Box. Notre accompagnement consiste à la structuration et à la sécurisation concernant la mise en place du régime. Cela comprend l'identification des revenus éligibles, le regroupement par famille d'actifs si cela le nécessite, l'identification des dépenses éligibles pour le calcul du revenu net, comme vous l'a présenté Frédéric, et en détail le calcul du ratio nexus et enfin le calcul de l'avantage fiscal issu de ce nouveau dispositif et la rédaction de la documentation justificative à donner à l'administration en cas de contrôle fiscal de sa part. Bien entendu, notre accompagnement comprend également un accompagnement à contrôle fiscal en cas de déclenchement d'un contrôle fiscal de l'administration. Merci Frédéric et Laïla pour cette explication sur la Box, son champ d'application, la présentation du dispositif et l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir adhérer à ce dispositif. Je vais commencer par vous poser 2-3 questions qui sont arrivées par l'intermédiaire du module questions. Avant tout, j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez encore poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire de ce module. La première question qui est arrivée dans le chat, elle correspond à celle-ci. Je n'ai que des dépenses d'innovation. En fait, elles sont liées à mon crédit d'impôt innovation. Est-ce que je suis éligible à l'IP Box? Qui souhaite répondre à cette question? Écoutez, je vais prendre, merci Delphine, je vais prendre la question. De ce que je comprends, la société a donc engagé des dépenses qu'elle a uniquement valorisées au crédit d'impôt innovation pour le développement de son actif, que ce soit peut-être un logiciel. Malheureusement, les textes prévoient bien qu'il faut qu'il y ait des dépenses de recherche et développement au sens du dispositif du crédit d'impôt recherche pour que l'actif puisse être éligible et que les revenus puissent du coup entrer dans ce régime préférentiel. Donc malheureusement, si la société n'a pas engagé de travaux de recherche, mais uniquement des travaux d'innovation, elle ne pourra pas bénéficier de l'avantage fiscal lié à ce dispositif de l'IP Box. Merci Frédéric pour cette réponse. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Au début de la présentation, quand vous avez parlé des logiciels, vous avez parlé de la mise à jour de logiciels de maintenance. Est-ce que toutes les formes de maintenance sont équivalentes au regard du dispositif? Qui souhaite répondre à cette question? Je peux y répondre. Du coup, Avec plaisir, Laïla. merci Daphine. S'agissant de la maintenance, toute la maintenance, tous les revenus associés à la maintenance ne sont pas éligibles au dispositif de l'IP Box. Il faut vraiment faire la distinction entre la maintenance corrective qui comprend notamment, par exemple, la correction de bugs, l'assistance téléphonique, tout ce qui peut être lié au support, qui n'est pas associé au droit de licence, donc du coup qui est à exclure des revenus éligibles au dispositif de l'IP Box, de la maintenance qu'on peut appeler évolutive, qui là, pour le coup, apporte des améliorations substantielles au logiciel. Par exemple, elle donne lieu à de nouveaux modules, à une nouvelle version du progiciel. Dans ces cas-là, c'est lié au droit de licence, si ça apparaît comme tel dans le contrat. Et donc, on peut considérer que ces redevances sont, ces revenus sont des redevances éligibles au dispositif de l'IP Box. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre la maintenance corrective et la maintenance évolutive.
Merci Laïla pour cette réponse. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Si ma société mère est immatriculée à l'étranger, suis-je éligible au dispositif sur la filiale immatriculée en France qui porte les coûts de R&D? Qui souhaite répondre à cette question? Je vais bien prendre la question, Delphine. Alors, quand on parlait tout à l'heure de société mère, on parlait de société mère au sens d'une intégration fiscale. Là, ce qu'on va étudier, c'est quelle est la société qui perçoit les revenus. Est-ce que cette société est bien immatriculée en France, la société qui perçoit les revenus? Si tel est le cas, il faut bien entendu étudier les éventuels flux de facturation qu'il peut y avoir avec cette entité à l'étranger. Mais si effectivement la société française perçoit des revenus liés à la concession de droits sur des actifs de propriété intellectuelle et qu'elle a en plus porté les dépenses de R&D, elle peut bien entendu bénéficier du dispositif et a priori tirer le plein potentiel au sens de l'avantage fiscal de ce dispositif. Merci Frédéric pour cette réponse concrète et précise. Une autre question vient d'arriver. Peut-on bénéficier du dispositif IP-Box si nous partageons le brevet avec une société, mais ce brevet n'est pas immobilisé dans notre bilan? Qui souhaite répondre à cette question? Je peux prendre encore Je t'en prie. la réponse. Merci Frédéric. Alors, du coup, parce que je comprends que la société partage un brevet, mais c'est-à-dire que j'imagine qu'elle a quand même des droits dessus. Le fait que l'actif ne soit pas inscrit justement au bilan n'est pas un point bloquant pour l'option régime. Il faut simplement s'assurer que la société détient bien les droits qui lui permettent de concéder une licence de concession ou éventuellement de sous-concession, puisque la sous-concession qui est un cas un peu moins fréquent, on ne l'a peut-être pas assez précisé dans la présentation, mais les redevances de sous-concession sont également éligibles. Donc à partir du moment où les droits de la société lui permettent de conférer des licences de concession ou de sous-concession à des tiers, elle peut bien entendu opter au dispositif de l'IFEBOX. Merci Frédéric. Une autre question vient d'arriver. Bonjour, à un moment donné, on évoquait les dépenses, y compris passées. Supposons que je fais pour la première fois une action IP-Box en année T et que j'ai engagé des travaux de R&D depuis 20 ans. Il convient de compter comment les dépenses de R&D? Qui souhaite répondre à cette question? La question, c'est, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la fin de la question. La question était de savoir, est-ce qu'on prend en compte les dépenses depuis 20 ans? C'est ça, Delphine, si je résume? C'est ce que je comprends moi, alors je vais te la relire si tu veux. Je veux bien. Bonjour, à un moment donné, on évoquait les dépenses, y compris passées. Supposons que je fais pour la première fois une action IP-Box en année T et que j'ai engagé des travaux de R&D depuis 20 ans. Il convient de compter comment les dépenses de R&D? D'accord. Donc effectivement, pour le calcul du ratio Nexus, les textes prévoient que l'on prenne en compte l'intégralité des dépenses de recherche qui ont été engagées pour le développement de l'actif. Donc dans l'hypothèse présentée par la personne, effectivement, on devrait récupérer les dépenses de recherche qui ont été engagées depuis 20 ans. Toutefois, le régime étant nouveau, le législateur a prévu que à partir de l'année 2019, qui est la première année d'option, on puisse retenir uniquement les dépenses de l'année en cours et celles des 2 années antérieures. C'est valable pour l'année 2019, pour l'année 2020 et pour l'année 2021. C'est-à-dire que si vous optez pour la première fois en 2021, vous avez la possibilité de ne retenir que vos dépenses 2021, 2020 et 2019. En revanche, à compter des années à venir, 2022, 2023, vous devrez remonter à minima jusqu'en 2019 au niveau de l'antériorité des dépenses. On peut se poser la question étant donné qu'on a vu que le ratio Nexus pouvait différer en fonction de l'origine des dépenses, de ne pas se pénaliser en ne regardant que les dépenses des 2 dernières années. En tout cas, c'est une possibilité qui est offerte par le législateur aujourd'hui.
Merci Frédéric pour cette réponse. J'ai une dernière question qui vient d'arriver dans le chat. Bonjour, l'option pour le régime de l'article 238 doit être remise au niveau de la mère de l'intégration fiscale. Quid de l'impact IS au niveau des sociétés membres de l'intégration et qui bénéficient de revenus d'IP, taux réduit uniquement pour les niveaux de groupe intégré au taux réduit, bénéficie aussi de la société du groupe. Enfin, si l'option n'était pas prise dans un exercice donné, peut-on déposer une rectificative a posteriori? Je peux Vas-y. prendre la question si tu le souhaites. Alors, concernant la première question, effectivement, c'est bien la société mère qui va opter au dispositif et donc le calcul se fera au niveau de la société mère, même si ce sont les filiales qui portent les actifs. Bien entendu, si vous êtes en intégration fiscale. Et ensuite, concernant l'impact pour les filles, tout dépend de la convention d'intégration groupe. Tout dépend de comment le traitement sera effectué sur l'État 2058, c'est-à-dire est-ce que seule la société mère, enfin seule la société mère va opter, mais est-ce que dans le calcul, on fait comme si les filles effectuent un calcul au taux réduit ou au taux d'imposition classique? Cela va dépendre de votre convention fiscale groupe d'intégration. C'est au cas par cas. Et pour le dépôt d'une déclaration rectificative, ce n'est pas prévu expressément par les textes, par l'article 238 du Code général des impôts, mais étant donné que c'est un régime optionnel, nous avons pour certains de nos clients déposé des déclarations rectificatives donc depuis l'exercice 2019 qui ont été acceptées par l'administration fiscale. Donc nous considérons que oui, il est possible d'effectuer une déclaration rétroactive sur les années pour lesquelles la société mère n'a pas opté au dispositif. Bien, écoutez, merci beaucoup Frédéric et Laïla pour votre présentation et les réponses bien précises que vous avez pu donner à nos participants. Nous allons donc clôturer ce webinaire. Nous vous remercions bien évidemment Frédéric et Laïla pour la qualité de votre présentation. Et nous... Vas-y Frédéric, je t'en prie. Non, merci à tous et merci pour votre écoute. Merci Delphine pour l'animation. Avec plaisir. Si vous souhaitez continuer à échanger avec nos experts, vous pouvez bien évidemment nous écrire à finance-innovation@emine.com. Nous vous souhaitons une excellente journée et surtout, parce que c'est encore d'actualité, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.